Bonsoir tout le monde, bienvenue à la première émission après l'Aïd, Saha Aïdkoum, à toutes et à tous. Nous reprenons notre émission avec toujours mes invités à qui je souhaite une très très bonne fête. À ma droite toujours Yassine, bienvenue Yassine et Saha Aïdak. À ma gauche Tarek et la bonne mine après Ramadan. Ça Donc va, Saha on Aïdak, reprend des couleurs, ça bienvenue. aide comme ça aide. Donc sans trop tarder, on va essayer un petit peu de décortiquer l'actualité qui a dominé cette semaine. Donc Tarek, il y a quelque chose qui vient de... Une info toute fraîche, c'est Air Algérie qui a attribué provisoirement le marché de l'acquisition de plusieurs appareils. Donc je pense que tu as un petit peu des détails parce que c'est la flotte qui Effectivement, va être renforcée par de nouveaux appareils. tout à fait. Alors c'est Air Algérie c'était au mois de septembre-octobre, qui avait lancé un avis d'appel d'offres international pour l'acquisition de 15 appareils. Effectivement. Donc divisés en deux lots distincts, donc moyen courrier et donc long courrier, gros porteur. Et donc il y a eu la publication de l'avis d'attribution provisoire, comme tu l'as bien précisé, donc pour la partie moyen courrier. Donc Air Algérie a opté pour toujours la gamme 737, donc qui est quand même c'est l'appareil le plus utilisé dans le monde, l'appareil commercial le plus utilisé dans le monde, qui a fait ses preuves, qui est fiable. C'est le module le plus utilisé par Air Algérie depuis au moins une quarantaine d'années. On a commencé avec les premiers, le premier de cette gamme. Donc cette fois-ci, c'est quand même des appareils qui sont très très de dernière technologie. C'est le 737 MAX 9. Le 9, hein, pas le 8 où il y a eu des problèmes, mais c'est le 9. Donc 8 appareils. Donc c'est des appareils qui ont à peu près la configuration un peu plus de 200 sièges, donc qui sont très fiables et qui vont permettre de renforcer la flotte d'Air Algérie dans cette gamme. Ensuite, pour les longs courriers, là c'est donc le constructeur européen, c'est Airbus, comme par le passé aussi pour Air Algérie. Donc c'est un peu la même stratégie. Et là, c'est alors 8, on a dit pour les 737 MAX 9, et là, c'est 5 A330 900 et 2 A335 1000, qui, bon, pour la 330, c'est un peu plus de 300 sièges, et pour la 350, c'est jusqu'à 450 sièges. Donc, c'est effectivement des appareils qui vont être utilisés dans cette gamme pour des vols long courrier, donc que ce soit le Moyen-Orient, l'Asie ou encore l'Amérique du Nord. Voilà. Et probablement aussi, je pense que la destination Afrique du Sud aussi et le renforcement de toutes les destinations continentales en Afrique aussi vont être prises en considération. Ça va permettre à Air Algérie quand même d'augmenter son offre. Sa présence aussi. Oui, sa présence. Bien sûr, c'est qu'il a un avis d'attribution provisoire. Il faut déjà que ça soit confirmé. Et ensuite, il faut aller vers la construction de ces appareils. Et donc, ça va durer peut-être non, quelques années. C'est-à-dire, c'est pas, je pense que ça va au moins 1 an et demi pour commencer à recevoir les premiers appareils. Très bien. Yassine Marzouki, une question. C'est un lourd investissement pour Air Algérie. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les objectifs attendus de tout cet investissement? Oui, avec ces nouvelles acquisitions, Air Algérie doit passer à peu près à 70 ou 71. C'est ça. Donc ça va augmenter sa capacité. Mais en attendant, ils peuvent aller vers l'affrètement de quelques appareils pour un peu combler le déficit. Là. En haute saison. Oui, surtout en haute saison. La période Al-Hajj aussi, ça consomme énormément d'appareils. Donc tout ça, c'est une bonne chose que Air Algérie continue sur sa lancée, parce qu'il y a toujours, si on change de constructeur, on change de technologie, après il y a
Il y a les questions de maintenance aussi. Bien sûr. Bien sûr. Donc le personnel d'Air Algérie, maintenant habitué à ces appareils, que ce soit en Boeing ou bien en Airbus, les gens sont bien formés sur ça. On n'a pas... Enfin, c'est des gens qui ont accumulé beaucoup d'expérience. Oui. Autre chose, en parlant d'affrètement, pareil, Air Algérie qui a lancé un avis, donc restreint pour l'affrètement de 2 appareils à partir du 1er juillet jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 9-10 septembre. Donc, pareil, donc un long courrier et un moyen courrier. Donc, Oui, pour renforcer. Alors, pour renforcer la flotte. effectivement, Hajj. Très bien, très bien. Voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est un investissement un petit peu lourd, mais est-ce que ça veut dire le retour sur investissement pour Air Algérie, parce que avec la situation d'Air Algérie, un petit peu, c'est... Non, c'est quelque chose de naturel. C'est dans les corps de l'Algérie. Quand même, c'est une compagnie qui a beaucoup de potentiel. Sauf qu'auparavant, c'était mal géré, le Maalim, كل واحد داير رايو. Maintenant, c'est une compagnie qui est appelée à évoluer dans les normes économiques qui sont soit surtout technique, le côté technique à ne pas négliger, le côté économique, la compagnie doit veiller à ce qu'il y ait des résultats financiers importants, et peut-être qu'après l'introduction en bourse des compagnies et des banques publiques, je pense qu'il est temps d'introduire Air Algérie en bourse, et là, la compagnie sera obligée de se conformer aux normes universelles de gestion des compagnies aériennes. Parce que maintenant, il y a beaucoup de social à l'intérieur, des recrutements aléatoires. Non, si elle est contrainte d'aller en bourse, je pense qu'elle va changer, la compagnie doit changer. Yassine Merzougui, juste, vous avez évoqué le social sur le plan interne, donc des recrutements, etc. Est-ce que, entre guillemets, c'est social par rapport au prix du billet? Est-ce qu'il y aura, par exemple, quelque chose Non, c'est une gestion qui est... chaque segment est imbriqué dans un autre. Les salaires doivent tenir compte des recettes de l'entreprise. Effectivement. Donc, s'il y a augmentation des prix des billets, effectivement, s'il y a plus de recettes, et là, c'est un arbitrage qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit aller investir sur les équipements, ramener d'autres appareils, ou bien les investir dans le côté salaire, biens sociaux pour les employés. Donc, tout ça, ça se passe partout dans les entreprises économiques où il y a un arbitrage entre les salaires et les investissements. Mais l'Algérie est tenue maintenant, n'a plus le droit à l'erreur. C'est un marché qui est très restreint. Il y a l'évolution des low cost qui est là. L'encercle algérien un peu partout, surtout sur les destinations européennes. Et puis, il y a le marché du fret qu'on a pratiquement négligé. Et c'est un marché très important. Donc, Air Algérie est tenu d'aller acquérir des cargos. Bon, il fait le fret maintenant, mais en volume très restreint. Ça ne répond pas aux besoins. Et puis, l'Algérie, par rapport à sa position géographique, elle peut être plus tard un hub important, surtout avec s'il y a des aéroports qui seront développés au sud du pays. L'Algérie pourrait devenir un hub important entre l'Europe et l'Afrique. Effectivement. Et donc, c'est une vision globale que c'est un sujet qu'on a évoqué dans l'une de nos dernières émissions. Le problème d'Air Algérie actuellement, c'est quoi? C'est que
l'effectif est très important par rapport au nombre d'appareils. Par rapport au nombre d'appareils. Donc il faut, pour éviter d'aller vers un plan social, il faut augmenter le nombre d'appareils, augmenter le nombre de destinations. Simplement, il y a un frein. Actuellement, en Algérie, c'est l'obligation légale qui est faite pour toute compagnie, idem, ça s'applique aussi pour Air Algérie, d'acheter des avions neufs, d'acheter en cash. Alors que la solution du leasing existe, elle n'est toujours pas appliquée. Il semblerait qu'il va y avoir prochainement une dérogation pour Air Algérie pour acheter en leasing. Là, très peu de compagnies dans le monde achètent cash, tout le monde achète en leasing. Donc il y a ce problème. Deuxièmement, il y a un autre problème concernant les salaires. Si on va par exemple sur toute la partie, donc le personnel navigant technique, donc les pilotes, sont quasiment aux normes mondiales. Les salaires sont très intéressants. Sauf que en face, quand je dis en face, c'est-à-dire si on voit un peu où sont concentrés le nombre de compagnies en cours de création, c'est essentiellement au Moyen-Orient. Il y a de très très grands projets de compagnies qui sont en train d'être créés, notamment en Arabie Saoudite. Il risque d'y avoir un appel d'air, c'est-à-dire que ce sont des compagnies qui vont avoir besoin de personnel qualifié, et la première chose qu'on va faire, c'est on va essayer de débaucher. Il y a un risque pour Air Algérie, le risque, il est réel. Donc, soit on va intéresser les gens par une forme de patriotisme, on va dire Air Algérie vous a formé, Air Algérie vous donne des salaires intéressants, restez ici. Soit ils vont devoir ajouter de l'argent. Simplement, qu'il y a un gap, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre certains métiers au sein de la compagnie et des métiers les plus en vue. Les plus en vue. Donc c'est vraiment une stratégie qu'il faut mettre en place. Ces personnes risquent d'être débauchées par d'autres compagnies. Le plus important, il faut que la compagnie soit rentable. Pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle ait plus d'appareils, il faut qu'elle ait plus de destinations. Et plus de rotation. Et plus de rotation. Et, élément important, il faut miser aussi sur les capacités nationales, c'est-à-dire c'est un pays qui est très grand, c'est un pays d'aviation, on a pratiquement une quarantaine d'aéroports aux normes internationales. Il y a des aéroports où il y a un vol par semaine, il y a des aéroports où il n'y a pratiquement pas de vol. Donc il faut rentabiliser tout ça. Oui. Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions. Une autre information, pas toute fraîche, qui a marqué un petit peu cette fin de semaine. Yassine Merzougui, c'est le décret présidentiel qui a mis fin aux fonctions de plusieurs responsables, notamment les envoyés spéciaux du chef de l'État. Donc, par exemple, Abdelkarim Harchaoui, la diplomatie économique, Leila Zerouri, au grand partenariat, Taous Haddadi, Nourdine Awam, Ahmed Ben Yamina. Donc, des gens ont été. C'est des fins de fonction. C'est des gens qui n'ont pas travaillé beaucoup. Quelles sont les raisons qui ont poussé le chef de l'État à mettre fin en fonction de tout ce personnel? On ne connaît pas les raisons, mais les nominations, chaque nomination obéit à une logique d'efficacité. Effectivement. Donc je pense que le président a jugé qu'ils n'ont pas été efficaces dans leurs postes respectifs et qu'il fallait rectifier les tirs, mettre fin à leurs fonctions et déléguer plus de prérogatives au ministère des Affaires étrangères. Donc je pense qu'avec le retour de Ahmed Attaf, qui a été, je ne sais pas pour quelle raison, il a été critiqué, alors que Ahmed Attaf, il fait partie de la première promotion de diplomate au niveau de l'UNA. Il est de la même promotion que Ahmed. Ils sont terminés en 1975. Donc il y a l'Armabra, il y a Ouyahia. C'est une promotion qui a fait ses preuves à travers l'histoire du pays. Donc en termes de compétences, c'est un gars qui a montré
ses compétences auparavant, avec des décisions très importantes qu'il a assumées. On se rappelle que Saint-Égidio, les gens considéraient que c'était un tournant important. Calhoun, c'est un non-événement. Ouais. Un non-événement. Il faut avoir du courage politique pour le dire. Il a été associé à la décision qu'a pris le président Zerouel pour fermer les frontières terrestres avec le Maroc. C'est une bonne chose pour le pays. On est en train de récolter les fruits de cette décision. Et puis, il a une qualité, c'est sa fidélité, Ahmed Attaf. Il est fidèle, ne prend pas d'initiative d'une manière hasardeuse. Et donc, je pense qu'il va mettre les choses au point. Est-ce que, par exemple, il y aura d'autres personnes qui seront désignées dans ces mêmes postes? Enfin, on ne sait pas pour le moment. On ne sait pas. Parce que la question que je voulais poser, c'est que tous les postes concernent la diplomatie. Ils sont envoyés spéciaux auprès du président. Donc, on a par exemple des délégués, enfin des envoyés spéciaux à la sécurité internationale, à l'action, à l'économie, à la diplomatie économique, à la communauté algérienne établie à l'étranger, à la question palestinienne, libyenne et au Moyen-Orient. Donc, est-ce que, par exemple, Yassine a dit que Ahmed Attaf pourrait coiffer toutes ces 10 ans de prérogatives? C'est évident. Le ministère des Affaires étrangères sert à ça. Mais je pense qu'il y a une nouvelle structure, enfin une structure qui a été lancée dès l'arrivée du président Tebboune, c'est l'agence de coopération. Ces personnes, ces cadres ont été nommés justement au moment où l'agence de coopération n'était pas opérationnelle. Maintenant que l'agence de coopération est opérationnelle, certaines missions qui étaient portées par ces diplomates reviennent de fait à cette agence de coopération. D'accord, ok. Certaines missions plus diplomatiques, c'est les affaires étrangères, et les autres qui sont plus dans le cadre économique, plus dans l'influence aussi de l'Algérie, etc., sont plus des attributions de cette agence. Donc il faut, bien sûr, il faut qu'il y ait une coordination entre le ministère et cette agence, et la présidence, et d'autres institutions pour que les choses puissent bien fonctionner. Donc je pense que c'est un peu plus une réorganisation qu'une mise fin de fonction pour absence de résultats. Parce que, en fait, les résultats, ce qu'ont réalisé des diplomates, rien n'a été rendu public. C'est-à-dire il y a eu très peu de... celui qui était peut-être le plus médiatisé, qui a toujours été mis en avant, et qui avait à peu près le même statut, c'était Bellani, qui était pour le Maghreb, et le Sahara occidental et le Sahel. Donc là... enfin, il n'est pas concerné par le... Mais parce que maintenant, il est secrétaire général des AE, du ministère des Affaires étrangères. Donc je pense que c'est plus dans le sens d'une réorganisation. Effectivement, justement, j'allais poser la question à Yassine, est-ce qu'on peut dire que c'est le redémarrage de l'action diplomatique? Non, l'action diplomatique n'a jamais cessé de fonctionner. Sauf qu'il y a des hauts et des bas. On a été dans l'organisation du sommet arabe. C'était une belle réussite avec surtout le retour des négociations entre les différentes factions palestiniennes. La diplomatie algérienne a bien travaillé. Mais c'était beaucoup plus la présidence que les AE. Les visites du ministère, très limitées. Les gens qui venaient, ils venaient pour voir le président. C'est-à-dire que la diplomatie, à travers les dernières 20 ans, les 20 dernières années à nous, les gens ne croyaient plus en la diplomatie algérienne en dehors de la présidence. Bouteflika, c'est
les AE. Il a tout centralisé. On a tout son Donc, à quoi ça sert de discuter avec les AE en Algérie? Alors que la décision ne lui revenait pas. Voilà. Donc, et les gens on continue sur ces réflexes. Mais je pense que ça va se stabiliser. Donc, c'est les partenaires qui ont pris ces réflexes de négocier directement avec la présidence au lieu de le faire avec les AE. Donc, à travers le temps, ça va se rétablir. Une autre question par rapport, pas une autre question, c'est enfin, une information toujours dans le domaine de la diplomatie. Donc cette semaine, les autorités ont rapatrié nos ressortissants du Soudan. Donc dans la vague des rapatriements, donc il y avait des Syriens, des Palestiniens qui ont été rapatriés par les autorités algériennes. Un détail sur ça, Une opération, monter une opération pareille, parce que c'est avant tout une opération sécuritaire, effectivement, un pays zone de qui conflit. est vraiment en zone de conflit. Puisque même Port-Soudan, de là où a décollé l'appareil, donc l'Ilyushin, les forces aériennes, est déjà une ville déjà où il y a de fortes tensions. En plus, il a fallu donc prendre tous les membres de la communauté, toutes les personnes qui se sont inscrites, donc essentiellement de la capitale jusqu'à Port-Soudan. Et ensuite, permettre donc, de prendre tout le monde et de partir. Là, par exemple, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont réussi à organiser des opérations pareilles, il faut le dire. C'est-à-dire, les Japonais ont réussi, ils ont eu du mal, d'autres pays qui ont sous-traité, et d'autres pays l'ont fait à partir de bases qui se trouvent à Djibouti. Donc, mais de le faire à partir du Soudan, ça a été quand même risqué. En fait, tout ça pour dire que si on n'a pas une diplomatie forte des services de sécurité qui sont compétents, etc., de l'expérience, c'est quand même assez difficile d'organiser des opérations pareilles. Et en plus, donc les autorités ont offert donc, des places à d'autres ressortissants, donc palestiniens et syriens. Yassine, on l'a fait au début du conflit en Ukraine, cette fois-ci au Soudan. On se souvient tous, enfin c'est pas la même chose, mais le pont aérien vers Omdurman, par exemple, c'était quelque chose qui s'est fait d'une manière rapide mais efficace. Donc à mon dessus. Non, en termes de déplacement, bien de projection massive, l'Algérie quand même a acquis énormément d'expérience. Même on se rappelle qu'il y a eu les étudiants algériens qui étaient en Chine au début du Covid. Ils ont été rapatriés de l'université de Yuan et l'État a pris en charge la période de 15 jours. Confinement. Voilà le confinement. Et donc le pays l'a fait pour pratiquement tous les ressortissants algériens qui étaient coincés à l'étranger. Donc ils ont été rapatriés avec les risques de contamination et tout. Ils ont été hébergés dans des hôtels étatiques et bien sûr aussi privés. Et tout ça, c'est une expérience dans la logistique algérienne. On a vu même nos cadres de la protection civile qui ont été félicités, aussi bien en Turquie qu'en Syrie, pour leur capacité là, de leur intervention projeter à des distances assez longues et avec une efficacité temporelle qui est importante. Donc sur ce plan-là, il n'y a rien à craindre par rapport aux forces armées algériennes qui ont pris maintenant de bons réflexes pour agir n'importe où dans le monde. Pour rappeler la Syrie, l'aéroport d'Alep, c'est les premiers avions donc algériens depuis des années qui ont réussi à atterrir à l'aéroport d'Alep au moment du tremblement de terre. Et ça a été salué par... Enfin, justement, il faut préciser que l'Algérie était presque le seul pays qui s'est rendu en Syrie.
Parce que c'est tout le monde qui ont choisi la Turquie. Oui, par la suite, oui, il y a eu d'autres pays, mais en tout cas, le premier, c'était l'Algérie. le premier a osé atterrir, c'est-à-dire avec tous les dangers sécuritaires qu'il y a sur place, Puis l'interdiction. et l'interdiction, Oui, justement, en parce que plus, c'est l'Algérie qui a bien sûr. bravé l'interdiction. tout à fait, et atterrir, il y a eu plusieurs vols, plusieurs Non, c'est appareils, sur donc qui ont du moins, atterri sur sur le l'aéroport plan d'Al. humain, c'était super bien fait. Intervenir dans des Oui, mais il faut conditions qui aussi, sont celles de la Syrie. au sein du commandement, aussi avoir le courage de dire, bon, ben allez, moi j'envoie des appareils, j'envoie des équipages, et ils vont atterrir dans cet endroit où plus personne n'atterrit, où il y a un danger réel en termes de... Enfin, il y a un danger parce que la situation en Syrie n'était. Mais jusqu'à maintenant, bien sûr. Mais il y a aussi l'interdiction. Oui, Donc, bien sûr, en plus l'interdiction. ça, Tout à fait. Donc, braver celle-là, c'est quand même. Tout à fait. Mais C'est même honorable. avant-hier, atterrir à Port-Soudan dans une aventure comme ça, c'est pas évident. Hein. Il y a Oui, des c'est pas pays évident. Mais comme, on parlait, Yassine, on parlait du fait que. Donc il y a une interdiction, ça veut dire c'est le volet politique de la chose. Il y a une interdiction qui a été bravée. C'est honorable. Oui, bien sûr. Parce que au Soudan, on se rappelle que les États-Unis ont évacué leur personnel, leurs citoyens, leurs sortissants avec des appareils de combat. Et ils étaient accompagnés par des hélicoptères de combat. Donc c'est pour dire que la situation n'est pas maîtrisable au niveau du Soudan. Mais les Ngoulou, alhamdoulilah, ils sont rentrés sains et saufs. Chez eux, oui. Ouais. Mais merci Yassine. Et ben, une page de pub. Restez avec nous, une page de pub et on revient tout de suite. Rebonsoir et bienvenue encore une fois à notre émission Angle Mort sur CLM TV. Avant d'entamer la seconde partie, Tarek Hafer, tu as des détails sur Des précisions, oui. Des précisions sur l'avis Oui. d'attribution provisoire d'Air Algérie. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on avait dit tout à l'heure, qu'il y aurait dérogation pour Air Algérie d'aller vers le leasing. Donc c'est fait, effectivement. Donc on a 15 appareils qu'on a cités tout à l'heure comme achat ferme, donc une avis, acquisition complète. voilà, mais c'est bien sûr un avis d'acquisition provisoire, donc l'avis provisoire d'acquisition, et en leasing, qui est quand même une première en Algérie, et c'est excellent. Donc, on a 10 appareils, donc on a 4 moyens courriers. Pour l'achat, nous avons 15, pour le leasing, nous avons 10. 10. Donc, on a 2 737 9 MAX, donc on a trouvé l'acquisition en leasing, 2 737 800 dont dispose déjà Air Algérie, mais là c'est une nouvelle configuration donc, qui est quand même beaucoup plus moderne. Là c'est pour le moyen courrier et pour le long courrier, donc 6 appareils, 4 330, A330, 200, 300 et 2 A330, 90. Très bien. Yassine, une question très simple, très technique, c'est quoi le leasing? C'est pour permettre à nos téléspectateurs et téléspectateurs de comprendre. Une forme de location. Très C'est bien. une forme de location. Ça se passe ici, si par exemple il y a des banques qui font du leasing. J'achète un véhicule, j'apporte une contribution initiale, l'ordre de 10-20%, Très bien. ça peut aller jusqu'à 30%, et le reste, c'est comme un crédit. Le reste, je le paye en location, étalée sur une période donnée, sur 3 ans, sur 5 ans. Oui, parce qu'on Et à la fin, parce qu'au départ, la carte grise est inscrite au nom de la banque. Effectivement. Et à la fin, quand le bénéficiaire termine toutes ses traites, Il devient propriétaire. Il devient propriétaire. C'est pareil pour les... Enfin, on l'a connu avec le matériel de travaux publics au début, avec Par exemple. banque. Oui, oui. Merci beaucoup. Mais Smahli, il y a en plus dans le domaine de l'aérien, ce qui est très avantageux, c'est que le leasing ne donne pas forcément droit ensuite à la propriété. Je m'explique, c'est-à-dire que l'appareil, la compagnie va l'utiliser, d'accord, elle peut le rendre ensuite et ramener un appareil neuf. D'accord, donc c'est énormément d'avantages.
Mais il y a une condition dans le leasing, et c'est ça, le leasing est profitable que si les avions volent en permanence. Oui, bien sûr. Et pour que les avions volent en permanence, il faut qu'il y ait effectivement un hub. Donc en Algérie, au moins un ou deux hubs. Un fleuve nord, un fleuve sud, et il faut pouvoir faire donc ramener des passagers du continent africain pour les emmener par exemple vers l'Europe, ou alors mieux encore, et il y a des compagnies qui ont fait des études sur ça, c'est la situation de l'Algérie, c'est de ramener des passagers du Moyen-Orient ou de l'Asie vers l'Amérique du Nord. Donc effectivement, la position de l'Algérie fait que on peut aller vers les deux destinations. Merci beaucoup. Donc on entame la deuxième partie de notre émission. Cette semaine, enfin c'est la fin de la semaine passée ou le début de cette semaine, donc nous avons suivi le discours du chef d'état-major, Saad Chingriha. Donc c'est un discours franchement anti-extrémiste. Donc il a parlé de la manipulation de la religion à des fins de pouvoir et surtout de violence. Et donc Yassine, à quoi répond ce discours, surtout depuis les années 90, on n'a pas eu un discours aussi cru contre l'extrémisme. Il n'y a pas de nouveauté dans tout ça, c'est une réaffirmation d'une position de l'Algérie, pas uniquement celle de l'armée, c'est tout l'État algérien qui est mobilisé contre l'extrémisme et la manipulation des religions ou bien d'autres concepts pour semer la violence, déchirer la société. Avant ça, il y a eu Cheta du Karahia, il y a eu une loi qui réprime la violence verbale, parce qu'il y a plusieurs formes de violence. Il y a la violence physique, des gens qui prennent les armes contre l'État, contre les institutions du pays. Là, c'est une forme de violence. Il y a aussi la violence verbale que l'État doit réprimer parce que c'est incroyable. Donc, la position de l'État algérien, c'est connu, elle est toujours, elle fait face à l'extrémisme, surtout l'extrémisme religieux qui a été un métier chez certains. Ils le pratiquent depuis des années. Donc, un gars comme Ali Belhaj, Doula, les droits civiques sont restreints. Et ils trouvent le moyen d'aller rassembler les gens et tout ça, il doit se conformer à la loi. Et donc, il fallait mettre un point sur ça. Et c'est une bonne chose que le chef d'état-major a rappelé, qu'on ne doit pas tolérer l'extrémisme. On a passé 20 ans à faire la guerre à l'extrémisme. Maintenant, les choses commencent à se tasser. Nous avons une société qui a tiré les leçons de l'extrémisme, du discours violent vers les citoyens. Donc, خلاص. Donc, اللي حاب يصلي يروح يصلي. اللي حاب كل واحد il pratique sa religion comme il. Mais allez كما كانوا يديروا لنا هذاك كافر هذاك لازم نكذا. Non. Il y a une séparation entre la religion, qui est un droit pour chaque citoyen, et l'extrémisme qu'on doit réprimer avec toute force. Justement, c'est ça qui est intéressant dans le discours. Parce qu'il y a eu Il a bien précisé il ne s'agit pas de la religion, ce qui est une aberration si on parle de religion. Mais il a parlé de manipulation de la religion dans son discours. Oui, il y a des gens qui manipulent l'identité, d'autres la religion. C'est-à-dire que c'est l'extrémisme, qui soit au nom de la religion ou là au nom de l'identité. Et c'est quoi ça? On est tous des citoyens algériens. Il n'y a pas de raison
de commencer à se tirer dessus avec ces histoires d'appartenance ethnique ou là, non. Donc il y a eu des commentaires, j'ai vu un peu partout à Agdar, où les gens faisaient de l'amalgame. On dirait qu'ils voulaient montrer que le chef d'état-major ciblait les gens de la religion, non? Non, mais c'est justement, ça veut dire l'objectif. Enfin, j'ai posé cette عندنا question des pour préciser, millions pas des de laisser- millions de fidèles راحوا صلاوا العيد دخلوا لديارهم يديروا الخير يديروا pourquoi Ça, c'est un rite religieux. Ouais. Le chef d'état-major, dans son discours, il parlait de l'extrémisme. Ça, c'est connu, on a connu. C'est ça, j'ai posé la question justement, pourquoi ce discours? C'est pour justement clarifier la chose. Ça veut dire, c'est pour dire qu'il s'agit d'une manipulation de la région à des fins qui ne sont pas religieuses, ça veut dire à des fins de pouvoir et de violence surtout. Parce qu'il a rappelé les années 90 où les gens, au nom de la religion, essayant de manipuler la religion pour prendre les armes contre l'État. Ça veut dire ça, il a précisé. C'est pour ça que j'ai posé la question. Tarek, juste une question dessus. Pourquoi en ce moment? Est-ce qu'on a des signes apparents? Je pense qu'il y a des signes. Je pense qu'il Parce que y a si des le chef signes. d'état-major réagit, Oui, donc oui, c'est que vraiment il y a des signes. Il y a des signes. Effectivement. Il y a premièrement le personnage, l'individu dont tu as parlé, Yassine, donc Belhadj, il y a eu des sorties récemment, bien sûr, tout ça à travers les réseaux sociaux. Et ça reste quand même quelqu'un qui, pour certains, reste une référence. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, merdiesh. En plus, il y a certains indices, on l'a vu durant le mois de Ramadan, il y a un individu aussi assez jeune qui a fait une intervention qui a été filmée par un de ses amis, Khardjin Tarawih, la Grande Poste, chef Nas Zahien, dans un événement organisé par les autorités locales, permettre aux familles de respirer, de passer des soirées dans un lieu sécurisé en plein centre-ville. Et lui a une réaction très... ça m'a pour dire « kulch kofr, kulch haram, kulch... » Il y a ça, il y a aussi... Il y a aussi un phénomène... la question aussi, c'est en train de remonter, des gens qui appellent à la séparation entre les hommes et les femmes dans les bus, etc. Donc, voilà, par exemple, à Djidjel, la Blida aussi dernièrement. Tout ça, c'est des indices qui sont... À un certain moment, il fallait mettre le haut là. Il me semble que c'est un message qui est adressé. C'est un message clair. Puis, à tous les manipulateurs de la sultane. La violence physique. Il y a eu 3 imams qui ont été agressés en un mois. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est quoi ça? Donc l'État ne peut pas tolérer tout ça. Juste une précision par rapport aux 6 imams. Pourquoi ils ont été agressés? Est-ce qu'on a des détails sur ça? Bon, on ne connaît pas les motivations, mais c'est... Parce que pour le moment, tous les imams, surtout les imams désignés par le ministère, c'est des gens qui ont un discours enfin, ils ne parlaient que de religion, ils n'ont pas s'immiscé dans le domaine politique ou autre. Donc si j'ai bien saisi, probablement c'est des militants, enfin des militants entre guillemets, qui les auraient agressés. On ne connaît pas les motivations, mais c'est un phénomène quand même. L'imam, dans sa mosquée, il est agressé. Et c'est quoi ça? L'État ne doit pas tolérer ce genre de comportement. كيما تقلقنا على الانفيرميير اللي يروحوا يضربوها في l'hôpital, كيف l'enseignant à l'école, l'imam, il pratique ses fonctions, non pas à l'agresser par rapport à une divergence dans les idées et tout. Bon, il y a des divergences dans tous les cas. Mais ce n'est pas une raison pour agresser les gens. D'accord, très bien. Donc, enfin, je voudrais bien qu'on essaie de décortiquer un peu plus le sujet. Donc, est-ce que tous ces agissements, n'ont pas de relation avec la prochaine échéance électorale, par exemple? C'est une question que je pose. Sincèrement, je ne pense pas, parce que c'est plus des phénomènes, je vais dire, c'est plus un phénomène social, c'est un phénomène... Puisque
si on dit Bliss a une relation avec l'échéance prochaine, dans son discours, il ne parle pas des partis politiques agréés. Non, justement, c'est ça, justement. Alors que l'élection, c'est quoi? C'est ouvert aux partis politiques agréés. C'est-à-dire, je ne vois pas qui pourrait profiter de ce type de discours pour en faire un usage politique. Ça, c'est des choses quand même qui ont été complètement dépassées en Algérie. D'accord. Il y a effectivement des partis politiques qui ont, on va dire, une certaine idéologie liée à l'islam, mais c'est pourtant interdit par la Constitution. La Constitution ne reconnaît pas tout ça. Donc, les partis dits régionalistes ou de la mouvance islamiste. Mais il y a effectivement une partie des partis politiques, formations politiques, qui mettent en avant cette idéologie. On voit que ce sont quand même des partis politiques qui une certaine, on va dire, clairvoyance et en comprenant que l'islam politique n'a plus raison d'être ici en Algérie. Donc vraiment, je réponds à ta question, ça m'étonnerait que ça soit lié à cette échéance. Yassine, toi qui as vécu les années 90, on n'a pas eu ce genre de signe avant que le... Non, c'était l'affaiblissement de l'État. Quand il y a un État qui est faible et qui n'arrive pas à imposer ses lois, c'est tout à fait logique qu'il y ait des débordements. Maintenant, l'État est fort, on ne peut pas reprocher aux instances le problème de légitimité ou la haja wahda akhra. L'État est légitime, mais depuis le temps, tout est rentré dans l'ordre. C'est pour ça que nous, جماعة المرحلة الانتقالية يغيطوا لنا الحكاية هذه. Non, donc si au niveau de la commune, ou bien le maire prend ses responsabilités, assume ses prérogatives, il peut le faire. Mais s'il y a une faiblesse au sein des institutions de l'État, il y a toujours des gens aventuristes qui veulent déstabiliser le pays en tenant compte justement de la faiblesse de l'État. Mais quand il y a un État fort, il y a les lois. Ou bien on se conforme, ou bien il y a mille et une façons de réprimer ces actions-là. Mais surtout les sorties, c'était pour tâtonner un peu le terrain. On va voir quelle réaction. Et là, ça veut dire qu'il met en défi tout l'État. Mais il a toujours été dans cette démarche. Bon, on ne va pas se focaliser sur le personnage. Oui, je parle du comportement. Donc, maintenant, les choses sont claires. Aller dans le défi des institutions de l'État, c'est clair. Donc, à travers les lois, à travers les déclarations, tout est clair maintenant. Merci beaucoup. Donc, on va essayer d'évoquer une autre problématique, pas politique. Ça n'a rien à voir avec des idéologies. On est au mois d'avril, il fait déjà chaud. Donc, disons que c'est une problématique mondiale. Il y a la problématique de l'eau à l'horizon. Donc, le secteur de l'eau, c'est un secteur qui a pris beaucoup d'essor, avec beaucoup de réalisations. On aurait pu l'aborder sur le plan religieux, mais ça Istesra, il n'y a pas de... Je préfère pas, parce que je préfère parler des réalisations, parce qu'il y a énormément de réalisations qui ont été réalisées, faites. Et c'est une question très simple, très directe, ça concerne tous les citoyens. Que feront les pouvoirs publics pour faire face à une crise de l'eau, surtout avec ces chaleurs annoncées d'ores et déjà? Oui, il y a déjà les chaleurs et puis la pluviométrie cette année a été très faible, le niveau des barrages mitch. Et puis, bon, écoute, Salat l'Istisqa, le ministère des Affaires religieuses a fait un communiqué dans ce sens pour
prier pour que les pluies viennent. Mais en attendant, il y a un problème, comment gérer l'eau pendant l'été. Il y a un manque d'eau et puis les réalisations. C'est-à-dire, je l'ai évoqué, c'était la première émission d'Angle Mort. J'ai évoqué le cas des stations de dessalement d'eau de mer. Donc, les 11 stations qu'on a réalisées auparavant, في وقت بوتفليقة, ça a pris 20 ans pour produire 1 million de mètres cubes jour. Donc, conscient de ce déficit, le président Tebboune a décidé de réaliser 5 stations avec une capacité d'1 million de mètres cubes jour le plus rapidement possible. Bon, ces stations vont un peu soulager le réseau, mais n'empêche que nous avons besoin de pluie. Et ces pluies se font rares ces derniers mois, donc il va falloir gérer tout ça, essayer de trouver de nouvelles formules. Les solutions existent. Barque, il faut développer certains mécanismes pour la récupération, pour la récupération surtout secondaire et tertiaire. Essayer de la ressource aussi. la ressource et puis essayer d'imaginer une issue pour les stations d'épuration qui ne recyclent pas l'eau. Donc pour l'agriculture, il y a tout un travail à faire et même sur le plan sensibilisation, on doit sensibiliser les consommateurs, les citoyens pour dire essayer de réduire les consommations, éviter les abus, les gaspillages. Donc c'est un geste citoyen qui peut aider à affronter cette situation. Tarek, est-ce que pour le moment on a les capacités de faire face à Sincèrement, l'été? Pour cet été, je suis très sceptique, c'est-à-dire ça va être quand même très difficile. Il y a des régions entières, des villes qui sont alimentées à travers des forages. Les forages, c'est de l'eau aussi, c'est de l'eau de pluie. Hein. C'est des nappes phréatiques qui n'ont pas été renouvelées parce qu'il n'y a pas assez de pluie. Et quand on parle de... Surtout qu'on n'a pas le droit d'utiliser toute cette Bien eau, sûr. Parce qu'il y a des générations... Bien sûr. Alors dans le sud, oui. Ça leur appartient. Dans le sud encore plus, bien sûr. Il y a la problématique de l'eau. On peut trouver des solutions à travers le dessalement, des unités de dessalement, mais ça concerne les villes du littoral. C'est-à-dire il y a des villes qui se trouvent... Surtout le problème se situe aussi Fléau-Plateau. Alors, Fléau-Plateau, il faut plus de barrages. Un barrage coûte cher, mais en plus, ça prend du temps. En plus, un barrage seul, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait transfert d'eau, il faut qu'il y ait tous les systèmes de transfert. Je pense qu'il faut revoir la stratégie. Il y a une stratégie qui a été développée à partir de 2005-2006. Elle a été mise en œuvre. Elle a atteint certains objectifs, mais maintenant, il faut trouver une autre stratégie pour assurer l'alimentation de l'eau. La question du recyclage de l'eau, elle est très importante. La réutilisation, soit dans le domaine agricole, le domaine industriel, etc., c'est quand même très, très important. Il ne faut pas oublier qu'on a fait un choix industriel qui est très consommateur d'eau. Les hydrocarbures consomment énormément d'eau. L'acier, tout ça, c'est aussi des modèles industriels qui consomment de l'eau. On va aller vers la transformation du phosphate. Alors là, ça va être très compliqué parce que dans la région de Tébessa, où il y a déjà un stress hydrique qui est très important, et la région de Sogaras aussi, puisque c'est ça un peu les deux pôles pour la transformation du phosphate et déjà l'exploitation du phosphate, on va avoir un problème d'eau. Il y a un barrage, par exemple, qui n'est pas très éloigné de la région de Bel Atel, donc où est concentré le gisement, c'est le barrage de Safsaf el-Bousra,
qui est déjà problématique parce qu'il ne se remplit pas totalement. Donc, en fait, c'est pour ça que je parle de stratégie. Il faut intégrer dans cette stratégie la consommation humaine, l'agriculture et le et phosphate, l'industrie. c'était prévu qu'il y ait une station de dessalement d'eau de mer dédiée à cette industrie. Dans la région de Skikda. Voilà. Voilà. Donc par rapport à ça, les gens ont bien imaginé le projet, mais n'empêche que le point essentiel, c'est la pluie. Donc il n'y a pas de pluie en volume important, ce sera difficile d'affronter. Déjà, pour l'agriculture, on a vu que déjà, il y a certains agriculteurs qui commencent à tirer la sonnette d'alarme. Donc certaines régions souffrent un peu de ce stress hydrique. Espérons qu'il y ait des pluies dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Généralement, la saison des pluies en Algérie, c'est, on va dire, octobre jusqu'à mars, plus tard avril. On a vu que cette année, c'était pas le cas. C'était vraiment très peu. Enfin, la crise, elle est mondiale, elle ne concerne pas uniquement l'Algérie. Non, l'Europe, par exemple, j'ai vu hier sur une info, Tesla a annulé le projet d'une usine de batterie en Allemagne à cause du problème de l'eau. L'Arabie Saoudite est en train d'échanger le pétrole contre l'eau. Il y a un deal avec l'État français pour échanger l'eau contre le pétrole saoudien. Donc c'est un problème universel. Il y a l'ouest des États-Unis qui souffre énormément du stress hydrique. Il y a beaucoup de pays européens et le changement climatique. Donc chaque pays doit affronter les choses. L'Albien qui peut être une solution de dépannage, parce que c'est une eau qui n'est pas recyclée, donc, mais c'est loin. Il faut un transfert, on peut forer dans l'Albien. L'Algérie dispose d'appareils de forage capables d'aller vers l'Albien. Mais le problème, c'est les transferts. Comment transférer toute cette eau vers les zones qui sont dans la nécessité. Bon, ça reste une option. Je pense qu'on a des spécialistes pour ça qui connaissent à peu près le dossier. Ils peuvent trouver des solutions. Mais tu as raison pour une chose. C'est le rapport que nous avons, nous, Algériens, à l'eau. La façon dont on utilise l'eau. On connaît tous le phénomène, une fois par semaine, là, 2 fois par semaine, la ménagère, surtout les عندهم des villas, c'est-à-dire c'est des centaines et des centaines de litres. Ceux qui lavent leur voiture, c'est-à-dire essayer de trouver quand même des solutions. Il faut aller vers l'éducation. La sensibilisation. Oui, la sensibilisation, l'éducation, c'est l'école, c'est le mouvement associatif, c'est les institutions. Il y avait des tentatives par le passé, mais enfin, je trouve que ce n'est pas suffisant parce qu'on ne peut pas parler d'une chose, enfin de l'eau, qui est une ressource aussi précieuse que l'eau. On en parle une fois par an, on sensibilise les gens par rapport à... Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aller vers au maximum, atteindre le prix réel de l'eau. C'est-à-dire dire aux gens, voilà, vous consommez un produit qui est précieux, qui met un contrôle, donc il faut mettre le prix. Non, si on revient à cette problématique légale, déjà le prix de l'eau n'a pas été révisé depuis 2002. Par exemple. C'était après la loi sur l'eau. Et puis le Conseil supérieur de l'eau, depuis créé en 2006, il s'est réuni récemment, il y a à peu près une année et demie comme ça. Donc c'est un secteur qu'on a négligé. C'est-à-dire il y a aussi l'interconnexion, le problème qu'il y a entre l'ONA, l'Office national d'assainissement, et l'ADE. Je pense, je ne sais pas, c'est un avis parmi tant d'autres, je pense qu'il est temps de les fusionner pour éviter
un peu la crise entre les deux parce que le consommateur paye l'assainissement chez l'ADE Et qui ne transfère pas. et puis il y a des difficultés pour transférer. Et donc c'est un cercle un peu... Vicieux. Non, c'est dans la difficulté. Et puis, والفنام نشوفوا les situations d'abus. Il y a des gens ساكنين dans des situations grabas et tout, يجيو يبيكلو. Donc, سي قالوا لا دي يشوف قال يا ودي حالته حالة نزيد نقطع له الماء ونقطع له l'électricité, ça crée des tensions sociales. Donc, on laisse faire. Par rapport au détournement de l'eau et de l'électricité, c'est un phénomène. Donc, Enfin, il y a aussi par rapport à l'eau, il y a plusieurs ministres qui ont évoqué la vétusté du réseau aussi. Le Parce réseau. qu'il y a beaucoup de pertes. Oui, le réseau, les Je réinvestissements. pense que l'eau perdue dans les réseaux, elle vient en premier avant les captages initiés, enfin pas les captages, les Non, branchements initiés. ce qui est intéressant, c'est de voir la réactivité des gens, CA, la DE et tout. Maintenant, ils ont les numéros verts. S'il y a un citoyen qui constate une déperdition de l'eau, il l'appelle, ils réagissent très rapidement. Là où j'habite, ça fait une déperdition qui coule depuis 3 ans. Eh ben, tu Parce aurais que- dû parce que- appeler. Enfin, c'est tout le monde qui a appelé, mais finalement, il y a beaucoup de travaux à faire parce que ça vient un petit peu du milieu de la cité, donc il fallait faire beaucoup de travaux. Et ça a un coût. Et c'est un trou, bien sûr, c'est une eau perdue. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Yassine, une autre question, c'est la dernière, par rapport à tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, après le garage Binet, tout ce qu'il a dit est appelé à produire le fer plat. Le fer plat, c'est... Enfin, je pense que ce sera fait à partir du mois prochain, selon mes informations. Donc le fer plat, il est utilisé dans l'industrie automobile et l'électroménager. L'électroménager, oui. Donc j'ai parlé à des responsables de l'entreprise. Bon, j'ai demandé la situation de la JV qu'ils vont faire avec le groupe Manal pour faire le concentré du minerai à partir de la région de Béchar. Mais n'empêche que ils ne vont pas réaliser tous les objectifs du projet de garage billet parce qu'on cible quelque chose comme minimum 15-20 millions de tonnes par an, alors que l'unité de la JV, elle va traiter à peu près 1 million de tonnes par an. Donc on doit multiplier ces unités-là qui traitent le minerai pour atteindre un objectif important à l'avenir. Mais c'est déjà un bon pas de démarrer avec une expérience qui existe déjà chez Tosiali. Ils sont à l'international depuis des années. Le groupe Manal dispose aussi d'expériences non négligeables dans le domaine. Donc ça sera un bon projet qu'il faut multiplier à travers une trentaine ou une quarantaine Et d'unités. c'est pourquoi justement c'est le fer plat. Le fer plat, c'est un déficit. شوف عندنا l'acier لهنا عندنا الحجار qui fait plus la bobine. Le Hadjar est vétuste, il a manqué d'intérêt, puis pratiquement délaissé. On a le projet, la JV avec les Qataris, c'est un projet ambitieux, mais il est pour... Bellara, oui, mais il n'est qu'à ses débuts. AQS, on a des usines de taille moyenne qui font le rang à béton, comme celui de Cevita à Oran. Il y a des petites unités aussi privées, à Rilizane, dans certaines régions. Mais le fer plat, personne ne le faisait auparavant. Donc c'est bien que Tosiali a avancé sur ce dossier. Au moins, on va augmenter les capacités nationales. Et on parle d'industrie de l'électroménager et la tôle, on l'importe de l'étranger.
au moins que la cuisinière algérienne va disposer d'un taux d'intégration meilleur que celui qui est actuellement. Et puis même l'industrie, si on doit réfléchir à l'industrie automobile, on doit réfléchir sur... Assurer Voilà, quelques produits. voilà, donc il y a une interconnexion entre toutes ces industries-là et ça ne sera que bénéfique pour le pays à l'avenir. Très bien. Tarek, un mot sur ce projet, surtout avec l'industrie automobile. Bah, كما كان يقول Yassine, c'est le taux d'intégration. C'est ce qui va inciter les constructeurs à venir et ce qui va donc encourager plus d'ouverture vers cette industrie et permettre à terme, on l'espère, c'est-à-dire avoir une production nationale qui va suffire au marché national et peut-être aller vers l'exportation. Le potentiel, il est là, il y a tout ce qu'il faut pour que ça puisse réussir. Et la question de l'acier donc, est aussi très importante. Oui, mais tu vois, le garage Billet, on a quelque chose comme 3 milliards et demi de tonnes. Ou la tonne, نجيبوها من الخارج. Donc, c'est pas cohérent. Maintenant, bon, j'espère qu'ils vont aller très rapidement à Bellara sur le fer plat, mais il y a un déficit énorme sur ce segment d'activité sidérurgique. Donc, s'il démarre très rapidement, on va essayer d'atteindre l'autosuffisance sur ce produit-là. Ben, merci beaucoup, merci pour toutes ces explications. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. Nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne de télévision CLM TV, même horaire. D'ici là, prenez bien soin de vous.